C'est bon? Oui, oui, vas-y. Impeccable. Donc aujourd'hui, donc merci à tous déjà d'être présents. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claire Saby, je suis la directrice de l'interprofession laitière régionale, donc le CRIEL Occitanie. Et aujourd'hui, en fait, voilà, l'idée, c'était de vous proposer une série de webinaires en co-organisés entre le CRIEL et IDEL, donc avec Joël Guillemin qui va vous faire la présentation. Et l'idée, c'était de vous présenter une série de 5 webinaires autour de l'élevage laitier et du changement climatique, et dans le cadre du programme France laitière bas carbone du CNIEL. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est le 3e webinaire. On a fait déjà un webinaire sur les leviers des éleveurs d'Occitanie pour réduire leur empreinte carbone à partir des capteuses verts qui sont dans la base. Et on a fait un 2e webinaire sur le panorama des stratégies de décarbonation dans le monde et en France et dans les stratégies des entreprises françaises. Ces deux webinaires, le replay est disponible donc, sur la chaîne de YouTube du CRIEL, et puis sinon vous me demandez, je vous les transmettrai. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux enjeux des émissions de méthane en élevage et au programme Méthane 2030 avec les solutions pour réduire les émissions de méthane entérique en élevage bovin. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir un temps d'1 heure environ. Ce qu'on vous propose avec Joël, c'est que Joël puisse dérouler sa présentation et qu'on garde un temps de questions en fin de présentation, un temps de questions et d'échanges complémentaires. Voilà. N'hésitez pas, évidemment, s'il y a des questions au fur et à mesure, on peut les noter dans la conversation, je ferai attention, mais voilà, Joël et moi, on préfère l'échange direct, donc n'hésitez pas. Joël, je te laisse la main. Ok, merci Claire. Donc, je pense que vous voyez bien mon PDF. C'est bon, Claire? C'est bon. Ok. Ben, merci. Bonjour à toutes et tous. Comme l'a dit Claire, Joël Guillemin, je suis responsable de projet pour le service climat de l'Institut d'élevage et plutôt spécialisé dans l'accompagnement des démarches des entreprises en termes de décarbonation, donc sur le domaine métier, donc des filières. Voilà, je fais des travaux, par exemple, pour le CNEL au niveau national. Et puis, à l'échelle beaucoup plus petite, moi, je suis basé à Aurillac, dans le Cantal, donc, par exemple, pour les filières des AOP fromagères. Voilà, donc aujourd'hui, dans cette série de webinaires, le 3e, donc, comme l'a dit Claire, sur les enjeux des émissions de méthane. Donc, ma présentation va se dérouler en différents points, en 4 points. D'où viennent les émissions de méthane. Bon, un petit rappel sur les conditions de production de méthane et plus particulièrement du méthane entérique en élevage bovin et bovin lait. Ensuite, comment on mesure et on comptabilise les émissions de méthane entérique. Ensuite, les leviers de réduction sur les émissions de méthane. Et puis le programme Méthane 2030, j'y reviendrai sur quelques points qui vous intéressent plus particulièrement. Alors, les émissions de méthane à l'échelle mondiale, donc en 2022, quand on ramène en équivalent CO2, bon, je reviendrai sur le coefficient de conversion. Donc, il faut savoir que 76% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale sont du CO2, 18% du méthane. Donc, c'est pour remettre un ordre effectivement de grandeur pour les émissions de gaz à effet de serre, dont le méthane. Voilà, 18% à l'échelle mondiale, c'est du méthane, 4% c'est du protoxyde d'azote et 2% des gaz fluorés. Voilà, donc, si on s'intéresse au méthane, il est produit, comme vous le savez, par la fermentation en milieu anaérobie. Et donc, il y a différentes origines, dont des origines humaines. Et ces origines humaines sont l'élevage, la riziculture, tout ce qui est lié à la gestion des combustibles fossiles, notamment l'extraction, et puis la gestion des déchets. Globalement, à l'échelle mondiale, 60% du méthane est émis par donc des activités humaines, de sources anthropiques. Donc, on reviendra plutôt sur cette partie-là. Alors, si vous me posez la question, hein, les 40% restants sont d'origine naturelle, notamment par les tourbières,
Et puis, ce qui peut nous inquiéter lié au réchauffement climatique sur ces émissions naturelles, c'est du stockage de méthane qui est pour l'instant bloqué dans le permafrost et qui peut-être va être relargué s'il y a un dégel plus conséquent à cause du réchauffement climatique. Donc, on va s'intéresser plus particulièrement, bien sûr, au méthane de source anthropique. Donc, ce méthane de source anthropique, donc vous pouvez voir donc sur le diagramme de droite que voilà, les principaux postes, donc agriculture, donc élevage et riziculture notamment, voilà, on est en progression constante sur les 50 dernières années. L'énergie aussi, le traitement des déchets aussi. Donc voilà, sur un- un poste d'émission du méthane de source humaine qui est en constante progression, d'où l'alerte sur ce sujet par les différentes organisations internationales. Et concernant ces différents postes d'émission à l'échelle mondiale, l'élevage représentait donc sur une période de 2008 à 2017 31% des émissions de méthane d'origine humaine. Voilà. Et la France a pris des engagements aussi, donc, lors de la COP26 en novembre 2021, de réduire les émissions de méthane. Donc, on a souvent en tête les objectifs qui ont été fixés de réduction de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, mais plus spécifiquement, il y a aussi des engagements sur la baisse des émissions de méthane et on a un objectif de 30% de réduction des émissions de méthane entre 2020 et 2030. C'est un des aspects comme on a abordé dans le précédent webinaire aussi sur la stratégie des différents pays et des différentes entreprises laitières. Alors, concernant ce gaz à effet de serre plus particulier, le méthane, il a un pouvoir de réchauffement spécifique. Alors, sur le petit tableau, vous voyez que ce PRG, pouvoir de réchauffement global, selon les normes internationales à 100 ans, donc selon le dernier rapport du GIEC 2021, pour le méthane est de 27,2, c'est-à-dire que le méthane a un pouvoir de réchauffement 27,2 fois plus élevé que le CO2, qui, selon les normes internationales, est ramené à 1. Et le N2O, donc le protoxyde d'azote, a un pouvoir de réchauffement global 273 fois plus élevé que le CO2. Donc ça vous donne un rapport de pouvoir de réchauffement de ces différents gaz. Et ce PRG à 100 ans, c'est une norme internationale qui a été validée, donc en anglais, ce qu'on appelle le GWP, donc le Global Warming Potential à 100 ans, donc qui est la norme internationale. D'autres suivis ou d'autres indicateurs pourraient être retenus. Donc, on a aussi un pouvoir de réchauffement global à 20 ans. Alors, il faut savoir que si c'était le cas, si c'est celui qu'on retenait pour donc comparer l'effet de ces différents gaz, le méthane aurait un pouvoir de réchauffement beaucoup plus élevé, à 81,2, alors qu'à 100 ans, vous voyez, il est de 27,2. Donc aujourd'hui, donc, on est sur cette valeur-là. Et le méthane a une durée de vie, par contre, beaucoup plus courte. Donc il a une demi-vie, c'est-à-dire que la moitié du méthane émis disparaît entre 10 à 12 ans. Voilà. Compte tenu de ces éléments, d'une durée de vie relativement courte du méthane et d'un potentiel de réchauffement important, puisqu'il est 27,2 fois plus élevé que le CO2, d'où l'intérêt de stratégies ciblées sur les réductions des émissions de méthane qui pourraient avoir des effets bénéfiques sur le climat assez rapidement. C'est pour ça aussi que, on entend beaucoup parler de cet enjeu en méthane dans différentes politiques publiques, et notamment en France. Alors justement, si on avait une autre façon de convertir les émissions de méthane. Donc, il y a différentes publications scientifiques à ce sujet. Donc, là, aujourd'hui, on utilise, je vous ai dit, le PRG à 100 ans. Il y a aussi le PRG étoile. Donc, vous voyez une simulation qui est faite, qui tiendrait compte effectivement de son pouvoir de réchauffement sur des durées de vie plus courtes. On aurait la courbe orange avec un effet des émissions dues au méthane qui diminuerait beaucoup plus vite. Mais ça, c'est lié à des conditions aussi d'évolution des émissions. Et par exemple, l'Europe pourrait être favorable à un facteur d'émission PRG étoile, puisqu'on est dans une phase de diminution des effectifs herbivores.
alors que ce n'est pas le cas à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. On est encore dans des phases de croissance, d'évolution de ruminants. Donc, c'est aussi pour cette raison que le consensus à l'échelle internationale est toujours sur un PRG à 100 ans. Alors, si on s'intéresse plus particulièrement à la France, donc vous avez sur le tableau du haut les émissions de gaz à effet de serre des trois gaz à effet de serre en agriculture entre 1990 et 2023. Donc, globalement, l'agriculture en émissions directes a émis 88,7 millions de tonnes d'équivalent CO2 en 1990 et 73 en 2023, d'où une baisse des émissions de 18%. Et quand on s'intéresse plutôt particulièrement au méthane, donc on a des émissions qui sont passées de 49,8 millions de tonnes d'équivalent CO2 liées au méthane en 1990 à 40,6 millions de tonnes d'équivalent CO2 liées au méthane en 2023, d'où une baisse de 18%, donc, correspond à la baisse globale de l'ensemble des gaz à effet de serre de l'agriculture. Bon, c'était 3% pour le CO2, 23% pour le protoxyde d'azote et globalement 18%. Ce qui fait qu'en 2023, le méthane émis par l'agriculture en France représente 55,6% des émissions agricoles directes. Voilà, d'où l'importance de travailler aussi sur le méthane, hein, voilà. Si on compare par rapport à l'ensemble des secteurs agricoles, donc c'est le tableau du bas, la partie basse de la diapo, vous avez en 1990, on était à 539,4 millions de tonnes d'équivalent CO2 d'émissions directes et on est passé en 2023, tout secteur agricole, tout secteur d'activité confondu, à 372,9 millions de tonnes d'équivalent CO2, soit une baisse de 31% des émissions. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, on était à 18% pour l'agriculture et tout secteur confondu, on est à 31% sur la même période, donc de 33 ans. Donc l'agriculture a moins baissé ses émissions que l'ensemble des autres secteurs d'activité en France. Et si on regarde plus particulièrement le méthane, donc on est passé de 77,9 millions de tonnes d'équivalent CO2 à 57,4, donc une baisse de 26%. Et en agriculture, je vous rappelle au-dessus, on était à moins 18. Donc là aussi, on a moins baissé les émissions de méthane que l'ensemble des secteurs d'activité en France. Et en 2023, donc tout secteur confondu, les émissions de méthane représentent 15,4% des émissions directes en France. Donc on était à 18% au niveau mondial. Vous voyez, en France, on est à 15,4%. Et ce méthane est à 70% vient du secteur agricole. D'où aussi l'intérêt de travailler sur ce sujet en agriculture et plus particulièrement en élevage, puisque nous sommes fortement concernés par les émissions de méthane. Alors, j'ai trouvé une petite présentation, mais qui date de 2013, de qu'est-ce que ça donne en Occitanie. Donc, il y aurait bien sûr besoin de retravailler ces données. Bon, comme on est sur un webinaire co-animé avec le CRIEL Occitanie, à chaque fois, j'essaie de trouver quelques renseignements, quelques données plus spécifiques sur la région. Donc, c'est un document dont vous pouvez retrouver une présentation plus complète de la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie de 2019, qui reprend les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l'agriculture sur l'année 2013. Et on a donc des émissions simulées dans un outil de l'ADEME qui s'appelle Climagri, qui sont équivalentes à l'époque à 11,8 millions de tonnes d'équivalent CO2, dont 5,05 liés au méthane, donc 42% liés au méthane. Et ces émissions de méthane se décomposent en fermentation entérique pour 4,18 millions de tonnes d'équivalent CO2, donc liées aux ruminants, et puis à 0,82 millions de tonnes liées aux effluents d'élevage. Vous avez aussi, bien sûr, de présenter les autres gaz à effet de serre pour la région Occitanie, donc le protoxyde d'azote à 4,22 millions de tonnes d'équivalent CO2 et le CO2 à 2,53.
Donc, je ne vais pas pouvoir en dire plus sur l'Occitanie, puisqu'effectivement, il nous faudrait des chiffres plus récents pour voir quelle a été l'évolution depuis sur les 10 dernières années. Alors, ces émissions de méthane, on va se focaliser bien sûr plutôt sur notre partie sur l'élevage. Donc, les émissions de méthane sont liées à la fermentation des fibres et donc de la matière organique, donc les fermentations entériques, des fourrages et des concentrés qui sont dégradés dans le rumen par donc des micro-organismes et qui vont permettre de produire des acides gras volatiles, donc de l'énergie pour produire de la viande ou du lait, et puis qui vont produire aussi de l'hydrogène qui va être retransformé par d'autres micro-organismes en méthane. Voilà, et 90% du méthane émis vient de ce processus de fermentation dans le rumen qui est ensuite éructé. Et ensuite, 10% des émissions du méthane d'un bovin est émis par les effluents, puisque là aussi, il y a une partie de matière organique non digestible qui va fermenter et qui va ensuite être rejetée dans les effluents d'élevage. Donc là, pas que de ruminants, y compris aussi d'autres animaux. Et là, pour les bovins, ça représente 10% du méthane produit. Et globalement, donc sur le petit diagramme de gauche, vous voyez qu'en 2022, sur les émissions totales de méthane du secteur agricole en France, donc c'est bien en France, 84,3% des émissions de méthane du secteur agricole sont liées aux bovins. Et ensuite, vous avez 6,5% qui sont liés aux ateliers porcins et volailles, donc à la partie effluent, puisque ce ne sont pas des ruminants, et 8,5% qui sont liés aux autres ateliers animaux, notamment les autres ruminants, ovins, caprins, et puis la gestion des effluents des autres ateliers aussi. Alors, si l'on fait un focus encore plus spécifique sur l'élevage bovin-lait, là, j'ai refait des diagrammes que certains, j'ai repris dans le premier webinaire que l'on avait vu ensemble. Donc, sur l'analyse des CAP 2R niveau 2 qui ont été réalisés entre 2013 et 2021 en France, donc notamment par vos structures. Donc, sur la partie droite, vous voyez l'ensemble des postes d'émissions de gaz à effet de serre en élevage bovin-lait. Donc, 55% des émissions sont du méthane entérique, donc bien sûr du méthane, et là, érupté lié à la fermentation dans le rumen de la matière organique. 16% des émissions de gaz à effet de serre, de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre en élevage bovin-lait, sont liées à la gestion des effluents. Donc là, vous retrouverez aussi une partie de méthane, puisqu'on en a parlé juste avant, mais aussi là, du protoxyde d'azote. Ensuite, 8% des émissions de gaz à effet de serre en élevage bovin-lait sont liées à la fertilisation azotée, donc là, sous forme de protoxyde d'azote. 6% sont liés à l'utilisation d'énergie, donc carburant, électricité, alors plutôt du CO2 direct. 12% sont liés au poste alimentation des animaux, donc selon la forme et la quantité, bien sûr, des aliments donnés. Et puis 3% à l'engrais. Alors là, c'est un autre poste qui n'a pas été inclus dans fertilisation azotée. Fertilisation azotée, c'est plutôt la consommation d'intrants donc, en quantité, alors que là, engrais, c'est plutôt la forme des engrais. Donc on pourrait les regrouper, hein, le poste fertilisation et engrais, ce qui ferait 11%. Et globalement, si l'on regarde par gaz, puisque ça, c'est les postes d'émission, donc à gauche, si on regarde le diagramme de gauche par gaz, on retrouve les émissions de gaz à effet de serre en bovin-lait sur l'analyse 2013-2021 de la base CAP2R, donc même analyse que la partie droite. 59% des émissions de gaz à effet de serre en élevage bovin-lait sont du méthane, 19% du protoxyde d'azote, 22% du CO2. Voilà un peu la répartition plus spécifique pour l'élevage laitier, bovin-lait.
Alors, j'ai fait un peu le tour des différents points que je voulais vous présenter sur les émissions de méthane et plus particulièrement, donc on va beaucoup plus insister sur le méthane entérique, puisque vous avez vu, c'est 90% des émissions de méthane en élevage bovin. Donc, c'est plutôt cet aspect-là qu'on va détailler. Alors, je vais vous présenter simplement deux diapos pour savoir comment on mesure et on peut comptabiliser aujourd'hui les émissions de méthane et plus particulièrement de méthane entérique. Alors, globalement, il existe différentes méthodes, dont des méthodes de référence. Alors, je vous ai fait des petites photos pour les illustrer chacune. Donc, vous avez en un la chambre respiratoire. Donc, vous voyez un dispositif dans lequel un animal est enfermé et peut manger pour mesurer toutes ses émissions. En deux, un boîtier disposé sur une vache avec donc là aussi un capteur des émissions au niveau de l'éructation du méthane par l'animal. En trois, le Greenfin, un dispositif là aussi quand l'animal vient manger qui permet de capter les émissions de méthane qui est notamment utilisé dans nos fermes expérimentales un peu partout en France. Donc, vous voyez des dispositifs quand même assez lourds et plutôt à l'échelle expérimentale. D'où la mise en place de méthodes alternatives. Donc en quatre, le laser méthane détector, comme un pistolet voilà, qui permet de mesurer au nez des vaches quand elles sont en train de manger des émissions de méthane. En 5, le sniffer qui est disposé plutôt lui sur des installations de robots de traite, là aussi du captage de méthane quand l'animal vient manger. Et puis d'autres méthodes qui sont issues de travaux de recherche aussi sur la prédiction des émissions liées à des analyses en spectre infrarouge, donc mi-radulé, moyen infrarouge du lait, et proche infrarouge des fesses. Ces différentes mesures nous permettent d'établir des quantités totales émises en grammes de méthane par jour et que l'on peut convertir bien sûr ensuite par gramme par litre de lait produit ou par kilo de viande vive produite en élevage bovin. Mais globalement, vous voyez que toutes les connaissances que l'on a sur les émissions de méthane entérique se heurtent à des mesures difficiles en routine et en élevage réel, donc et à grande échelle, pour pouvoir construire des références qui soient utilisables dans tous les systèmes. D'où l'intérêt du programme Méthane 2030 que je vous présenterai après, qui va permettre de consolider les références acquises dans différents systèmes d'élevage. Alors, une fois qu'on a mesuré ces émissions de méthane, qu'on a conforté éventuellement les études et les chiffres obtenus, comment on en tient compte dans nos outils à l'heure actuelle? Alors, si je vous présente Cap2R, l'outil de l'Institut de l'élevage, aujourd'hui, voilà, le principe de comptabilisation et d'estimation des émissions de méthane émises en élevage bovin tient compte de la matière organique ingérée. Et donc, voilà, pour simplifier, vous avez la matière organique digestible, la MOD, qui entraîne la production de méthane entérique, donc avec une équation spécifique selon la quantité et la qualité de la matière organique digérée. Et puis la matière organique non digestible, qui, elle, va se retrouver dans les déjections, va produire du méthane au niveau donc des déjections des effluents. Voilà. Donc, tous ces facteurs, bien sûr, c'est une présentation très, très simplifiée puisque ça va dépendre de facteurs bien sûr, la quantité de matière sèche ingérée et de la matière organique, du poids des animaux, le pourcentage de concentré, et puis du potentiel méthanogène de ces différents éléments. Alors, j'y reviendrai puisque, bien sûr, quand on va travailler sur les leviers, on va vouloir agir sur ces différents facteurs pour limiter la production de méthane. Alors, troisième partie, justement, quels sont les leviers pour permettre de réduire les émissions de méthane et plus spécifiquement méthane entérique, 90% des émissions de méthane en élevage bovin. Alors, je vais vous présenter quatre familles de leviers.
et dans l'ordre, on va dire, croissant de qu'est-ce qui est le plus facile à mettre en place, d'ores et déjà disponible ou qui a besoin d'être conforté par d'autres expérimentations. Donc la première famille de leviers concerne la conduite du troupeau. Alors, la conduite du troupeau, c'est quelque chose d'assez classique, hein, donc c'est pour ça qu'on indique que c'est tout à fait d'ores et déjà disponible en élevage et ça fait partie des leviers mis en place par les conseillers pour accompagner les éleveurs sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre en élevage. Et là, je vais insister plus particulièrement pourquoi ça peut avoir un effet sur le méthane, bon, sachant qu'on a vu que le méthane, de toute façon, en élevage bovin-lait, c'est plus de 50% des émissions de l'ensemble de gaz à effet de serre d'un élevage bovin-lait. Donc, on peut jouer alors, sur la productivité. Donc, pour comprendre pourquoi on met ça en avant, c'est que souvent on raisonne en kilos d'équivalent CO2 au litre de lait pour le méthane comme pour l'ensemble des gaz à effet de serre. Donc, si à situation constante, on améliore la productivité, c'est-à-dire qu'avec les mêmes conditions de production, on arrive à faire produire un peu plus de lait à l'animal, bien sûr que ça va diluer ces émissions de l'ensemble des gaz à effet de serre, dont le méthane et ramener au litre de lait, le poids de ce gaz sera un peu moins important. Ensuite, on peut bien sûr travailler sur l'âge au vélage. Alors, c'est souvent le premier levier, même cité, que ce soit dans l'ensemble des races laitières en bovin lait. Alors pourquoi? Parce que quand on analyse les postes d'émission de gaz à effet de serre d'un élevage bovin, on prend en compte, bien sûr, toute la phase de croissance de la genisse, donc à partir du moment où elle est née, jusqu'à sa première production. Et donc, plus cette phase est longue, plus elle aura un poids important sur la carrière de l'animal et donc sur l'ensemble des litrages produits. Donc, si on arrive à optimiser cette phase, en ayant une croissance maîtrisée de la génisse et donc en raccourcissant cet âge au bélage, on peut là aussi diminuer l'impact de cette partie-là et diminuer le poids ramené au lait de lait produit de cette phase entre guillemets improductive. Idem si on travaille sur le taux de réforme et de renouvellement, hein, si on est obligé de réformer des animaux pour des problèmes de boiterie, de mammites, etc. Donc ils vont moins produire alors qu'ils auront eu la même phase d'élevage. Donc là aussi, si on arrive à travailler sur ces facteurs, on peut réduire les émissions de l'ensemble des gaz à effet de serre et dont le méthane, puisque le poids du méthane est important, ramener au litre de lait, avoir une meilleure empreinte carbone et meilleur taux de méthane en agissant sur le pourcentage de renouvellement, la longévité des vaches laitières, donc l'ensemble de leur carrière. Et bien sûr, ça va avec, puisque je l'ai précisé avant sur quelques leviers possibles, la santé et la reproduction, puisque travailler sur ces postes-là agit bien sûr aussi sur la carrière de l'animal, sa longévité, et là aussi, ça va dans le bon sens des émissions de gaz à effet de serre, dont le méthane, ramené au litre de lait. Donc globalement, la conduite du troupeau, des leviers assez classiques, permettent de réduire de 5 à 10% en moyenne les émissions de méthane en élevage bovin-lait. La deuxième famille de leviers concerne l'alimentation, la composition de la ration. Alors là, pour essayer de le comprendre, il y a un peu deux aspects. Le premier, c'est que les émissions de méthane sont liées à la digestion de la fibre, donc à la matière organique. Donc on peut substituer une partie de la fibre avec des concentrés à base d'énergie, d'amidon ou de lipides. Et à ce moment-là, donc, on va maintenir une production laitière tout en diminuant la part de méthane émis, puisqu'il y aura un peu moins de fibres à digérer. Alors attention, puisque bien sûr, il ne faut pas dépasser certains ratios. La vache étant un ruminant, il faut bien sûr respecter certaines conditions, mais globalement, la mise en place de ces leviers permet de réduire les émissions de méthane. Et puis, dans l'alimentation, on peut travailler aussi avec des espèces riches en tanins qui ont un pouvoir sur les bactéries méthanogènes.
et donc qui permettrait aussi de réduire les émissions de méthane. Donc globalement, travailler sur la composition de la ration permettrait de réduire en moyenne de 10 à 15% les émissions de méthane. Troisième famille de leviers, là c'est une famille de leviers liée à la génétique qui est en cours de développement, donc qui n'est pas forcément disponible aujourd'hui pour tous les animaux laitiers et toutes les races. Et j'y reviendrai tout à l'heure puisque c'est un gros travail aussi qui est fait dans le cadre de Méthane 2030 pour vous expliquer un peu le principe de l'intérêt de travailler sur la génétique. Mais globalement, on avance une réduction possible des émissions de méthane en travaillant le levier génétique de 10%. Donc là, plutôt à l'horizon, à partir de 2027 et sur un profil de temps de 10 ans environ. Voilà, donc les 10% seraient atteignables sous 10 ans. Et enfin, la dernière famille de leviers, alors, dont on entend beaucoup parler en ce moment, puisque certaines de ces solutions commencent à être mises sur le marché. Donc, c'est l'utilisation d'additifs alimentaires qui, là, ont une activité très, très spécifique, hein. Vous avez compris que on va pouvoir jouer sur l'activité méthanogène des bactéries. Donc, c'est des principes actifs de ces solutions qui vont agir spécifiquement sur la méthanogénèse et qui vont et permettre d'émettre moins de méthane, donc à base de différents produits, à base d'algues et puis à base d'autres produits, 3-NOP commercialisés. Là, c'est un exemple, hein, sous un nom commercial de Bovaer, dont on a entendu beaucoup parler dans la presse récemment, pas en France, mais en Europe. Voilà, donc ces produits commencent à être utilisés et alors là, c'est un récapitulatif un peu pour l'ensemble des additifs alimentaires. On envisage une réduction possible pour ces additifs de l'ordre de 30% des émissions de méthane. Là aussi, j'y reviendrai puisqu'on a des essais complémentaires qui sont en cours de réalisation dans le cadre de Méthane 2030. Donc, si je fais un résumé de l'ensemble des leviers pour réduire les émissions de méthane en élevage, on a parlé surtout du premier pavé qui concerne la fermentation entérique, donc je ne vais pas y revenir. On a vu voilà, qu'on allait travailler sur la digestibilité de la ration pour pouvoir agir sur ces leviers et d'optimiser son système. Mais bien sûr qu'on pourrait agir aussi sur les 10% de méthane émis par les effluents. Donc travailler sur la gestion des effluents peut avoir aussi un impact. Et là, quand on est en système lié, notamment par rapport à tout ce qui est stockage des effluents, donc en couvrant les fosses notamment, et puis bien sûr l'épandage de ce lisier derrière, s'il est pendu à l'air libre ou si on peut avoir un système de pendillard dirigé, etc. Bien sûr que le méthane qui est dans les effluents va pouvoir être injecté directement dans le sol ou ne pas repartir dans l'air si la fosse est couverte, plutôt que en système à l'air libre. Donc globalement, on se retrouve avec un ensemble de leviers que l'on peut mobiliser pour accompagner nos éleveurs laitiers avec donc à l'échelle du troupeau l'optimisation du système, la génétique, l'alimentation en modifiant la ration, en substituant de la cellulose par des lipides déconcentrés, les additifs alimentaires. Donc je ne vous ai pas détaillé non plus, bien sûr que si on travaille la qualité des fourrages, on peut travailler aussi sur la digestibilité de la matière organique, donc en travaillant par exemple sur les prairies, donc sur la qualité de l'herbe et la composition des prairies, et puis la gestion des effluents euh, que je viens de vous présenter. Donc ça, c'est bien sûr à l'échelle du troupeau. Il y a tout ce qui est aussi à l'échelle macro, et on l'a abordé précédemment dans l'autre webinaire, puisque là, on a des leviers aussi où certaines entreprises, certains pays envisagent des incitations financières pour produire moins de méthane en élevage, réduire les émissions, voire mettre en place des taxes. Et puis même certains pays vont jusqu'à une volonté de réduire le cheptel pour émettre moins de méthane. Ça ne sera pas l'objectif de notre présentation, mais je souhaitais vous le rappeler dans le cadre d'une approche plutôt à l'échelle d'une filière ou d'un pays. Alors, quatrième point, je vais vous présenter
les éléments du programme Méthane 2030 qui a démarré il y a un peu plus d'un an. Alors, Méthane 2030, donc multi-levier pour réduire les émissions de méthane entérique. Alors, ce programme Méthane 2030, qui a démarré en 2024, qui doit se prolonger jusqu'en 2027, donc réunit un ensemble de consortiums d'entreprises et de filières, que ce soit le CNIEL bovin lait Interbev en bovin viande, la génétique et les organismes de recherche comme Idaline-Rae, et puis les organismes de conseil, les chambres d'agriculture et Alliance. Donc on a rassemblé l'ensemble des partenaires pour travailler sur ce sujet. Et l'objectif est voilà, vous comprenez dans la première partie de la présentation qu'il nous manquait des références d'émissions de méthane. Donc, c'est de consolider des références d'émissions de méthane, de, d'incrémenter ces références dans des outils qui soient utilisables sur le terrain, et puis d'aller jusqu'à élaborer la boîte à outils du conseiller en intégrant l'ensemble des leviers pour pouvoir agir spécifiquement sur le méthane en élevage bovin, lait et bovin viande. Alors, je ne vais pas tout vous présenter puisque c'est un programme assez lourd en 7 lots. Donc, j'ai choisi de mettre quelques diapos sur quelques lots et plutôt sur ce qui peut vous intéresser. Donc, sur le lot 4, dont les objectifs sont voilà, d'acquérir de nouvelles références dans ces situations d'élevage pour lesquelles on avait peu de références jusqu'à présent. C'était intéressant de pouvoir poursuivre ce travail dans ces situations-là, d'évaluer de nouvelles solutions, puisque je vous ai présenté tout à l'heure, c'est un des leviers, mais qui est en cours de développement. Donc, on a sur le marché potentiellement de nouvelles solutions, donc on veut les évaluer dans le cadre de Méthane 2030, les évaluer ponctuellement, mais aussi au cours de toute la vie du bovin. Ça aussi, il manque de référence de ces nouvelles solutions sur l'ensemble de la carrière de l'animal. Et puis, bien sûr, d'évaluer les effets de ces nouvelles solutions sur la qualité des produits. Voilà, en bovin, c'est pour ça que, bien sûr, on va mesurer les impacts sur la vache, sur le troupeau, sur sa production laitière, sur la qualité du lait, TB, TP, cellules, urée, lactose, voilà, l'ensemble des facteurs de qualité du lait. Et puis sur aussi d'autres critères comme le poids et la note d'état corporel. Donc, on va rassembler un certain nombre d'indicateurs pour mesurer les effets de ces nouvelles solutions. Alors, dans le lot 4, on va pouvoir faire ces essais sur l'ensemble des sites d'expérimentation que l'on a en France. Donc, c'est pour ça que l'intérêt est aussi de travailler avec d'autres organismes de recherche et notamment sur les fermes expérimentales que l'on a partout en France. Donc, en bleu, vous avez les fermes expérimentales où il y a du bovin lait en France. Alors, l'INRAE du Pin, Blanche Maison, Trévarez, Derval, Trinotière, Poisy, ce qui permettent de balayer différents systèmes puisque on a des conditions de production différentes selon ces sites. Et vous avez bien sûr aussi le même travail qui est fait en bovin viande avec en rouge là, les fermes du dispositif expérimental français qui présentent des ateliers bovin viande. Et là aussi, on travaille en concertation avec d'autres projets à l'échelle européenne qui font la même chose de leur côté sur d'autres systèmes qui peuvent être complémentaires de ceux que l'on a en France. Donc, on travaille avec, sur ce sujet-là des émissions de méthane avec d'autres pays comme l'Irlande, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Allemagne, la Suisse. Donc, encore d'autres conditions de production, mais qui nous permettront aussi d'enrichir nos travaux. Lot 4, voilà, ce qui rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, on a lancé un appel à solutions nutritionnelles. Donc, on a proposé d'encadrer dans Méthane 2030 d'autres travaux de mesure des effets de certaines solutions sur les émissions de méthane. Alors, pour compléter la biblio existante, parce que peut-être que des essais avaient été faits, mais pas dans des conditions de système d'élevage français, ou manquer de références, comme je vous disais, sur la carrière de l'animal. Voilà, donc on a proposé cela et on a 24 entreprises qui ont répondu et qui ont proposé 34 solutions avec voilà, vous avez un panel de solutions assez large qui permettrait des potentiels
d'après ce qu'ils annoncent, des réductions de 9 à 40% des émissions de méthane. Et ensuite, donc, on a, avec l'ensemble du consortium, fait un filtre sur ces 34 solutions selon voilà, la qualité scientifique, la biblio déjà présente pour toutes ces solutions, selon le potentiel de réduction de méthane attendu, selon ce qu'on pouvait apporter dans le cadre de Méthane 2030 à ces solutions en complément d'expérimentation, et puis selon aussi, voilà, on a des filières qui sont embarquées dans le projet, l'acceptabilité sociétale de ces solutions à l'avenir. Et donc, sur l'ensemble de ces 34, on en a retenu 10 aujourd'hui, dont 7 en bovin-lait, qui vont bénéficier de compléments d'expérimentation et de suivi. Voilà, donc vous avez les, les- ces 10 solutions qui vont être testées dans le cadre de dispositifs expérimentaux dans Méthane 2030. Le lot 6, alors le lot 6 qui travaille sur la quantification des émissions de méthane entérique et la combinaison de leviers. Donc là aussi, ce que je vous expliquais, c'est OK, on peut travailler sur le méthane, mais est-ce que quand on combine les leviers, on peut additionner les réductions de méthane des différents leviers? Quelle incidence sur les autres gaz à effet de serre? Quelle incidence sur le système? Alors là, on va travailler dans un premier temps, et moi je travaille sur ce lot 6.1, là, croiser la base de données CAP2R avec les informations génétiques. C'est-à-dire, voilà, est-ce que à l'échelle nationale, sur l'ensemble des bovins laits, bovins viande, qu'est-ce que cela donne en croisant les résultats des diagnostics et des bases d'infos génétiques? Puisque donc ce que je vous présente sur la droite, hein, c'est qu'aujourd'hui, on a constaté que à grande échelle, on peut repérer des phénotypes d'animaux qui produisent moins de méthane que d'autres et qui conservent cette caractéristique dans le temps. Donc, voilà, on a déjà une idée que la variabilité génétique des émissions de méthane est de l'ordre de 15%, d'où l'intérêt de travailler sur la sélection de ces animaux-là. Et globalement, ce que nous promet la génétique, c'est qu'avec un poids de 20% du méthane dans les schémas de sélection des animaux, on pourrait atteindre, voilà ce que je vous ai présenté juste avant, une réduction de 10% des émissions de méthane en 10 ans de sélection. Donc ce travail dans le cadre de ce lot-là va permettre de faire le lien entre les stratégies de sélection génétique et puis les émissions actuelles de méthane entérique. Et puis, on va bien sûr faire ressortir comment sont les 10% meilleurs, 10% moins bons sur les émissions de méthane pour pouvoir comparer les systèmes entre eux sur ces bases-là. Le l'O6 va nous permettre aussi de faire des évaluations à l'échelle macroscopique, donc comme on l'a évoqué jusqu'à présent, auparavant, pardon. Donc, par des principes de modélisation, on va pouvoir aussi, et selon des scénarios validés par les interprofessions, les filières, évaluer la mise en place de ces leviers à l'échelle macro d'une filière française, par exemple, que donneraient les émissions de méthane à l'échelle 2030, à l'échelle 2050, si on actionne les leviers que l'on aura identifiés dans le cadre de Méthane 2030 et voilà, se projeter. Alors là, on n'utilise pas Cap2R, on utilise d'autres outils comme Climagri, que j'avais évoqué tout à l'heure par le travail qu'avait fait la Chambre régionale d'Occitanie. Donc là, Climagri, par exemple, c'est l'outil de l'ADEME que j'utilise déjà quand on fait des travaux prospectifs pour la feuille de route de décarbonation du CNIEL. Voilà, on travaille à l'échelle macro, on rassemble dans l'outil l'ensemble des facteurs de l'élevage français. Donc là, on tient compte, par exemple, de l'évolution du cheptel français aussi pour estimer à l'horizon 2030 l'impact des émissions de gaz à effet de serre, dont le méthane. Alors, le dernier lot qui va vous concerner beaucoup plus, c'est à partir de tout ce qui s'est fait sur les autres lots, l'élaboration de la boîte à outils. C'est-à-dire de pouvoir créer vraiment une démarche globale de performance méthane en tenant compte des acquis des différents lots précédents, les solutions nutritionnelles, la génétique, la combinaison de leviers, comment on l'intègre dans nos outils pour former les conseillers et puis voilà, suivre particulièrement, avoir des indicateurs de performance méthane compatibles avec les indicateurs techniques
de performance de l'élevage laitier. Et par exemple, pour Cap2R, aujourd'hui, je vous ai présenté tout à l'heure comment on comptabilisait, on estimait les émissions de méthane dans Cap2R à partir de la matière organique. Donc là, c'est pas un schéma modifié, mais voilà, il faut savoir que donc on utilise ensuite des équations spécifiques pour calculer les émissions de méthane. Donc pour ceux qui utilisent Cap2R, ça c'est l'équation de Sauran. Aujourd'hui, dans Cap2R, on a une équation différente quand un éleveur utilise une alimentation enrichie en lin, pour lesquelles on a bien acquis une démonstration qui avait des émissions de méthane différentes. Donc, le système bleu-blanc-cœur est reconnu dans Cap2R. Donc, ce travail-là a déjà été mené il y a quelques années. Donc, on a une équation spécifique dans leur cas avec des émissions de méthane différentes. Donc, on pourrait imaginer que suite au programme Méthane 2030, d'autres solutions et leur équation spécifique à partir du moment où on a démontré l'effet sur les émissions de méthane de ces solutions. Donc, que ça soit sur donc le méthane entérique et le méthane effluent, on pourrait imaginer à l'avenir des émissions de méthane différentes et des équations spécifiques pour chaque solution. Et globalement, en résumé, si on tient compte de ce que je vous ai présenté avant, si on agit sur la conduite et l'efficience du troupeau, potentiellement, on pourrait réduire les émissions de méthane de 5 à 10% en élevage bovin-lait, 10 à 15% sur la ration, 10% sur la génétique, 30% sur les additifs. Donc, au cumulé, l'objectif de Méthane 2030, c'est d'intégrer tout cela dans un conseil intégré carbone avec voilà, un potentiel de réduction possible de 5% des émissions de méthane entérique. Et comme les émissions de méthane entérique, c'est plus de 50% des émissions de gaz d'un élevage lait, ça veut dire au moins 25% des émissions totales de l'élevage lait. Et je pense que vous aurez des éléments pour ceux qui participeront. Voilà, on a prévu des prochaines biennales des conseils Cap2R qui se dérouleront. Alors, c'est à confirmer, hein, là, c'est juste une première info que j'ai eue hier, du 12 au 15 octobre 2025. Donc, pour ceux qui les suivront, vous aurez sûrement des infos sur ce programme Méthane 2030 à date, à savoir où on en est de ces différents lots et l'impact que ça pourra avoir sur Cap2R. Voilà, ben je vous remercie. Il nous reste 10 minutes, comme ça on va pouvoir se consacrer à quelques questions. Donc voilà, comme l'a dit Claire en introduction, là on en est au troisième webinaire. D'ores et déjà, je vous propose de noter que le quatrième se déroulera le 17 mars à 9 heures. Et donc, vous recevrez un mail d'invitation, bien sûr, pour vous inscrire. Donc, le sujet, ça sera, on abordera, c'est pas moi qui interviendrai, c'est un collègue, Éric Bertrand, sur les chiffres clés de l'environnement en élevage, efficacité de l'azote, prairies, utilisation de produits phyto, gestion de l'eau en agriculture, énergie à la ferme. Voilà. Et on avait prévu un cinquième webinaire qui reste à confirmer. Donc là, on vous en dira plus aussi dans les semaines à venir, où là, on souhaitait vous présenter un travail que l'on a fait en collaboration avec le CNIEL sur le scénario prospectif du CNIEL de décarbonation de l'élevage laitier à l'horizon 2030-2050, donc avec l'outil Climagri dont je vous ai parlé juste avant, et en quoi on peut répondre avec ce scénario aux objectifs de la planification écologique en France. Voilà, je vous remercie. Merci Joël. Je vais arrêter le partage. Et du coup, on a un petit peu de temps pour répondre, enfin Joël surtout répondra à vos questions. Donc n'hésitez pas, allez-y, prenez la parole, levez la main. N'hésitez pas. Ouais, bonjour, c'est Gilles. Alors Gilles, on ne t'entend pas très très bien. Ouais, vous m'entendez là? Ouais, c'est pas fort. On Ouais. t'entend très loin. Pardon, ouais, par rapport à l'outil Climagri Oui. dont tu parlais tout à l'heure, là je notais, ça c'est un outil que vous servez au niveau, j'allais dire, plus études, ou c'est un outil qui est amené à se développer sur le terrain, par exemple auprès des conseillers de secteur, pour faire Non, quelques projections auprès des éleveurs, par exemple? non, là c'est vraiment pour pouvoir faire à une échelle macro d'un territoire, voilà, une évolution
Donc déjà, on n'est pas sur le même PRG, on est sur encore celui du GIEC d'avant. Voilà, on tient compte. On ne peut pas être aussi précis qu'en élevage, voilà, où tu as toutes les données que tu récupères dans la comptabilité d'éleveur. Donc là, c'est vraiment, et on va tenir compte des effectifs début, des effectifs fin. Voilà, c'est vraiment pour pouvoir mesurer l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre d'un secteur. Donc là, agricole en l'occurrence, puisque on pourrait faire aussi pas que l'élevage. Par Climagri, voilà, l'ADEME l'utilise pour les scénarios agricoles. Voilà. Donc c'est pas du tout la même approche. Voilà. Ok. Donc non, non, ça peut être, donc tu vois, ça avait été utilisé à l'échelle Occitanie, donc c'est pour ça que je disais, par exemple, on aurait pu le refaire, l'actualiser. Voilà. Et moi, j'ai été formé justement dans le cadre des travaux pour le CNIEL là-dessus. Interbev aussi l'utilise, voilà. Mais c'est à l'échelle de filières, de territoire. Ok, merci. D'autres questions? Alors, Joël, peut-être sur le programme Méthane 2030, tu as dit que c'était 2024-2027. Oui. Donc, ça veut dire que les résultats, par exemple, sur les 3 lots, par exemple, que tu nous as montrés, et puis sur la boîte à outils pour les Ah, techniciens, c'est plutôt à plutôt la fin. 2027. Voilà, Oui, oui. Alors, il y a plutôt. des choses qui arriveront au fur et à mesure. C'est pour ça que, par exemple, on pourrait imaginer qu'une équation spécifique liée à une solution soit implémentée dans Cap 2R avant 2027. Voilà, selon si déjà toutes les études scientifiques mondiales et puis complétées par Méthane 2030 confirment dans nos systèmes français les réductions de méthane, bah, ça ne sert à rien d'attendre 2027 pour l'implémenter. Donc ça pourra être au fur et à mesure, ça a été le cas par exemple pour BBC, on l'a fait à partir du moment où on avait suffisamment d'infos pour le faire. Donc voilà. Mais globalement, l'ensemble des livrables, ça sera pour fin 2027 et l'accompagnement des conseillers en élevage sur l'aspect méthane pourra se faire au fur et à mesure avec un aboutissement complet en 2027. Mais là, c'est pour ça que je l'encourage. Je sais que les biennales, c'est la première fois qu'on a fait des biennales l'année, donc en 2023, Cap 2R, où il y avait beaucoup, beaucoup de demandes des conseillers sur le méthane spécifiquement, parce que c'est un levier important en élevage, et puis peut-être un peu plus difficile à actionner, puisque c'est lié à l'animal. Donc on est arrivé peut-être un peu moins progressé. Donc il y avait beaucoup de demandes de conseillers pour travailler sur ce sujet-là lors des biennales. Donc les prochaines, je n'ai pas encore le contenu du programme, mais je pense qu'il y aura beaucoup aussi de sujets là-dessus. Ok. Il y a une question de Patrick. Patrick, bonjour. Oui, oui, bonjour. Oui, j'avais des questions sur la partie génétique. Je voulais savoir si les travaux allaient plus sur des races rustiques qui seraient moins émettrices ou des races productives. Ça, c'est ma première question. Mhm. La seconde question, c'est, si j'ai bien compris, plus on a une ration avec des fourrages qui ont une DMO faible, plus il y a des fibres et plus il y a une production de La méthane. méthane. Voilà, donc ça veut dire que plus on a des fourrages de qualité et plus on gère de la pâture tendre, moins on a de production de méthane, si j'ai bien compris. Ouais. Je voulais confirmation de ça. Oui, alors pour répondre à la première question, les travaux sont menés dans toutes les races, mais c'est vrai que les moyens ne sont pas les mêmes dans les races à grands effectifs que les races à petits effectifs. Donc les races rustiques, c'est plutôt des races à petits effectifs. Donc je pense que l'amélioration, les index méthane dans les races n'arriveront pas à la même vitesse. Voilà. Mm. Et c'est déjà le cas, il y a une différence entre bovin lait et bovin viande aussi. Donc bovin lait, ça arrivera, voilà, on nous dit plus rapidement qu'en bovin viande. Bovin viande, c'est encore décalé de 2 ou 3 ans. Et sur la deuxième partie de la question, oui, effectivement. Alors, il faut, c'est ce que j'ai essayé de dire, voilà,
La vache est un ruminant, donc on peut travailler la qualité de la fibre, mais il lui faudra toujours de la fibre. On peut pas. C'est pour ça qu'on plafonne. On peut substituer une partie de la cellulose et de la fibre par de l'énergie moins fermentescible, plus facilement digestible, comme des concentrés et des lipides, mais jusqu'à une certaine proportion. Parce que sinon, là, on tombe dans des problèmes d'acidose, etc., qu'on connaît bien en élevage bovin-lait, hein. Donc, il faut Oui, maîtriser, mais on peut travailler la qualité de la fibre et c'est tout ce qu'on fait déjà dans le travail au quotidien sur notamment les prairies aussi, hein. C'est sûr que une herbe tendre par rapport à une herbe qui est épiée et sèche, voilà, n'a pas le même pouvoir lactogène et aura aussi un impact sur les émissions de méthane, quoi. d'accord, merci. D'autres questions? Non. Du coup, je vous propose d'arrêter ce webinaire. Je vous remercie à tous pour votre présence. Joël et moi, on se tient à votre disposition si, voilà, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard ou si vous avez besoin de précision. Et voilà, et comme annoncé, je vous transmettrai le replay d'ici la fin de la semaine. Donc, merci à toutes et tous. Ok. Et puis, voilà, notez déjà hein, le prochain webinaire, hein, donc, c'était le 17 Le mars à 17 9 heures. mars. Voilà. On vous renverra des rappels par mail, hein. Claire, on Oui. fait toujours une série de rappels, donc vous le recevrez. Mais si vous pouvez d'ores et déjà le noter, puisque cette date est bloquée. Voilà. Ok. Merci. 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 Merci à tous. Bonne Au revoir. journée. Merci. Au revoir. Hein. Bonne journée, merci. Bon.